Chers amis, nous sommes aujourd'hui quatrième cours de Birkot HaNe'anim, les lois, les choses dans lesquelles on profite. Les profits, en deux mots, c'est les lois de ce qu'on mange. On a vu déjà la semaine dernière, si vous vous rappelez, longuement sur tout ce qui a été, rappelle-moi de quoi on a parlé la semaine dernière, mon cher ami. Bon, si tu te rappelles, c'était quoi les dossiers de la semaine dernière? Les légumineuses, les légumineuses, quoi d'autre? Les graines, modification de consistance du fruit. Exact. Et enfin, sur les purées, les soupes, voilà. Crus, cuits. On a vu si c'était salé, sucré. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs dossiers, en espérant qu'on va pouvoir tout aborder, sinon on continuera la semaine prochaine. On est le cours numéro 4 pour voir le replay des premiers 3 cours sur les lois de Birkot HaNe'anim, qui sont des mitzvot, des brachot, qu'on est amené à faire tous les jours. C'est bien de revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Aujourd'hui, on va parler du vin. On va parler, puisque c'est très tendance en ce moment, même dans les nouvelles. On va parler des céréales, par exemple le riz, pas seulement les céréales en général. Et on va voir comment on définit qu'est-ce qui est considéré mezonot et qu'est-ce qui est considéré un motzi. Beaucoup de gens, des fois, demandent la question et ne savent pas exactement comment faire la distinction entre les deux. Et bien sûr, on essaiera de rentrer dans les détails comme on a l'habitude, soit d'après les coutumes ashkénazes, soit d'après les coutumes séfarades. Donc, aujourd'hui, on va voir, chers amis, on va commencer d'abord à parler du vin. Et le vin, la Torah, on sait très bien que les Chachamim ont donné une bracha particulière sur le vin. Quelle est la bracha particulière qu'on a donnée sur le vin? On a donné la bracha Boré Pri Agafen. Quelle boisson est considérée une boisson qui est considérée comme du vin? Puis la Torah, elle te dit qu'en général, tout jus qui est pressé des raisins, même encore avant la vinification, c'est considéré du vin. Et c'est pour ça que même du vin, du jus de raisin naturel, ne pas confondre avec de l'eau au goût de vin que tu peux avoir en Israël. Oui, si tu as ça en France, quand tu vas en Israël, tu as ça, tous les pas goûts. Ça, la bracha sera agafen, parce que c'est du jus de raisin naturel. Même si tu prends des raisins chez toi à la maison, et tu presses des raisins dans un verre, tu feras la bracha agafen, boré pri agafen, agafen, on ne rentre pas dans les détails, différents détails. Champagne, et n'importe quel vin qu'on va verser en général, on fera aussi agafen. Du brandy, cognac, l'arak, qui est fait par de la distillation de vin, précision, c'est sheakol. Maintenant, si tu as du vin dans lequel tu as rajouté, on ne parle pas vraiment des vins industrialisés, on parle des vins que tu fais maison, après on va rentrer dans les détails des vins industrialisés, du vin que tu rajoutes dedans du sucre ou des autres colorants, des autres goûts, comme aujourd'hui au goût de fruits, on va savoir, on fait agafen. Pourquoi? Parce que le goût essentiel de cette boisson, c'est du goût de vin, bien sûr. Je me rappelle une fois, j'étais au Maroc, à Casablanca. J'étais au Shishiva en Maroc pendant un été, comme j'appelle plusieurs fois, et j'étais avec le Rav Raskin, qui était le chef de la vie au Maroc. Et il m'a dit une fois, il va me montrer dans la cave où il fabriquait son propre vin. Et je lui ai dit, alors, comment ça peut tenir, comment ça ne tourne pas, etc. Il me dit, c'est simple, tu rajoutes du sucre, je rajoute du sucre. Alors, moi, c'est ce qui fait tenir. J'étais pareil en Ukraine, j'ai un autre chef de la vie qui n'avait pas la possibilité de faire venir du vin, et lui aussi fabriquait son propre vin. Et pareil, le vin, le sucre, etc. Ok, maintenant on a un problème. La suite. Un vin dans lequel on a mélangé d'autres boissons à l'intérieur, à part l'eau. Si le goût du vin il a été altéré, ou il a été changé, ou il a été modifié, à tel point que dans le mix, le vin n'est pas l'essentiel, n'est pas la majorité, on fera dessus la bracha sheakol. Comme c'est écrit dans Magen Avraham, Siman 202, et dans Birkot HaNe'anim, etc. Si maintenant le vin il est infusé d'eau, on doit faire attention à la quantité d'eau et de vin qu'il y a dans la boisson. Si dans l'eau, dans le vin, il y a de l'eau en quantité que les gens ont l'habitude de rajouter dans le vin, on verra après les critères, on fera dessus la bracha agafen. C'est pour ça que tu verras aujourd'hui sur certaines bouteilles de vin que c'est écrit que c'est pas le mélange, on va rentrer dans les détails. Par contre, si ça a été rajouté trop d'eau, on fera dessus la bracha sheakol. Et ça peut être problématique. Quand tu parles des 4 verres de vin que tu bois à Pessah, si ça doit être du vrai vin ou du vin à moitié d'eau. Ou pour tout le reste, parce que la bracha, c'est une bracha qui est différente. Maintenant, si le vin, on parle maintenant de vin industrialisé aujourd'hui en général, sans rentrer dans les détails des marques. La réalité, elle est la suivante. Les vins secs et les jus de raisin
naturels, qu'on ne rajoute pas d'eau à l'intérieur. Alors que les vins sucrés, en général, ils sont infusés d'eau dans le processus de la fabrication du vin et ils renforcent le goût du vin, en rajoutant de l'alcool ou en rajoutant des conservateurs, etc., différents produits. De cette raison-là, dans les vins qui sont aujourd'hui faits par une ashgacha meuda, qui veut dire de bonnes ashgachot, on sait qu'on fait attention que le vin naturel soit la majorité du mix pour que la bracha soit 100% agafen. Et ça, c'est pourquoi parfois sur des bouteilles de vin aujourd'hui, sur des archerim, tu vois, c'est écrit Birkato agafen le shitat abet Yosef. La bracha, c'est agafen par rapport à ce que dit le Bet Yosef. On va voir après dans les pourcentages de quoi on parle. Dans ces sortes de vins, si tu rajoutes de l'eau dans la boisson, ça se peut que la bracha ne sera plus agafen, puisque tu as rajouté de l'eau sur un vin qui est déjà composé d'eau. Et donc, ce qui ferait que la majorité, ce n'est pas du vin, et la majorité, ce sera de l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas les coupler avec de l'eau. Et quand je dis de l'eau, une des choses que les gens, parfois, ils ont l'habitude de faire, c'est de mettre des glaçons. Des glaçons que tu mets en été. Les gens qui veulent boire des vins, pas pendant pour faire kidouche ou quoi que ce soit, boire du vin à table. Et si tu mets des glaçons, et tu mets 3-4 gros glaçons, et qu'il fait que dans le vin, déjà, il y a de l'eau, et tu rajoutes en plus des glaçons, ça se peut que la bracha pourrait éventuellement changer. Maintenant, si c'est un vin qui a commencé à s'abîmer, il arrive à une situation que les gens n'en boivent plus, parce qu'il n'est pas bon, alors il perd la bracha particulière de vin, on fera dessus la bracha chez Akol, comme on a l'habitude de faire sur n'importe quelle boisson, comme on l'a vu déjà la semaine dernière, sur n'importe quel jus, etc., jus d'orange, jus de pomme, qu'on ne fait pas dessus boré préet parce que ça sort de l'orange ou quoi que ce soit. On fera dessus la bracha chez Akol, la sens de Birkat Ananin, chapitre 7, halakha 2. Pourquoi la Torah a donné une bracha particulière au vin? Parce que le vin, c'est quelque chose d'important. On sait que c'est quelque chose qui est imbuvable, c'est quelque chose que les gens ne vont pas le manger. Il a perdu son importance. Il a perdu son importance, il a perdu sa bracha. Les Chachamim ont fixé une bracha particulière en plus sur la joie que procure le vin quand tu bois du vin. Pourquoi chez Akol? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, qu'est-ce que tu fais sur du raisin? Aetz. Qu'est-ce que tu fais sur une orange? Sur l'orange? Oui. Aetz. Donc c'est encore la même chose. Non, t'as dit du vin chez Akol. Non, du jus d'orange. Une orange, tu fais chez Aetz. Et qu'est-ce que tu fais sur le jus d'orange? Chez Akol. Le vin, c'est exactement la même chose. Pourquoi ce serait différent? La seule raison pourquoi la Torah t'a donné une particularité au vin, c'est du fait qu'il a une certaine importance. Mais s'il a perdu son importance du fait que tu ne peux pas boire, ou il est imbuvable, il est plus considéré du vin de qualité, automatiquement tu as perdu sa bracha. C'est tout. C'est ce qu'on appelle du vin abîmé. Les Chachamim nous ont fixé une bracha particulière sur la joie que procure le vin. Une autre bracha. Et c'est pour ça, quand tu es assis ensemble et tu bois du vin, et tu veux boire une autre sorte de vin, tu fais une dégustation de vin, quoi que ce soit. Tu as déjà bu le premier verre de vin, tu as déjà fait boire le dessus, qui n'est pas moins bon que le premier. Avant de boire le nouveau vin, on fait aussi une bracha à Tov et à Métif. Ça veut dire que la majorité des gens ne sont pas au courant, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est écrit dans l'Agmara Brachot 59b, Shulchan Aruch Siman 175, Seif 1. Alors pourquoi les gens ne font pas? Parce qu'en réalité, les gens, quand ils boivent du vin, ils ont commencé à boire du vin, ils ne se prennent pas la tête, parce que le premier vin, je l'ai bu pour la bracha, le deuxième pour la joie. Les gens, en général, une fois que tu as commencé à boire du vin, tu ne commences pas à compter. Mais maintenant, rentrons dans les détails. Attends, c'est quand on se réjouit? C'est pour la joie que te procure le vin, en plus que le fait que tu as bu du vin tout seul. Viens l'Agmara, et vraiment dans les détails, comme on l'a dit tout à l'heure, comment ça se fait qu'aujourd'hui, plus on rentre, on avance dans les années, dans l'industrialisation des produits, plus on voit qu'il y a pas mal de détails intéressants qui sont écrits sur les étiquettes. Avant c'était écrit juste kasher, après c'est écrit kasher, mevushal, pas mevushal, qu'il n'a pas viré yatakou, mais pour te déchiffrer les étiquettes sans fin, mais on n'est pas là à un cours de cacheroute en général pour savoir quelle étiquette ou pas. L'Agmara, elle te dit qu'à l'époque, elle mentionne plusieurs fois que le vin on mélangeait dans de l'eau. Et à l'époque, ça s'est appelé mezigat, qui veut dire mezigat akos, couplé. Et de là, l'erreur que les gens ont pensé en disant que l'imzog, parce qu'aujourd'hui l'imzog, ça veut dire de verser. L'Agmara ne te parlait pas de verser du vin, elle te parlait de coupler du vin, de mélanger avec de l'eau. L'Agmara t'explique dans l'Agmara Brachot, page 50b, que quand le fait que tu as couplé, tu n'as pas diminué la bracha du vin, tu n'as pas affaibli la bracha sur le vin. Au contraire, sur du vin qui n'est pas couplé, puisqu'il est peut-être trop fort, ou trop aigre, ou trop amer, ou trop sec. Il y avait une machloket dans l'Agmara, un débat, est-ce qu'on fait dessus la bracha boré préagafen, parce qu'il est trop fort, et tu ne veux pas le boire. C'est plus de l'alcool qu'autre chose. La question, elle est, quel est le pourcentage? C'est toute une question de pourcentage. Tu as des dossiers, avant chaque Pessah, on reçoit des livres de Rabbanim, dans lesquels tu as peut-être une trentaine de pages sur toutes les marques de vin qui existent aujourd'hui sur le marché, et qui te donnent les différents critères de qu'est-ce qui appartient à chaque vin.
Viens à l'Agmara Shabbat, page 77a, et Baba Batra, page 97b, te dit que d'après Abaye et Ravat, le grand maître de l'Agmara, le couplage adapté, c'est que ce soit un de vin sur deux dos. Un sur deux, c'est-à-dire une dose de vin sur deux doses d'eau. Ça, c'est ce qui est appelé et que tu as couplé avec de l'eau. Et la conclusion, elle est comme Rava te dit, que si tu vas mélanger le vin d'une manière que tu vas mettre 2 fois d'eau sur 1 fois de vin, donc 2 tiers, 1 tiers, c'est trop fort. Et en règle générale, c'est un vin, une dose de vin sur 3 doses d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Shulchan Aruch te dit que ça, c'était dans les vins qu'ils avaient à l'époque, ils étaient trop forts, de mots qu'il fallait forcément les mélanger ou les coupler, parce que sinon c'était imbuvable. Mais nos vins à nous, et là on remonte il y a 500 ans, donc on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, nos vins à nous qui ne sont pas aussi forts, néanmoins on ne fait pas dessus beurre prêt à Gafen. Et il te dit pourquoi? Parce que ça dépend en fonction de combien d'eau tu as mélangé à l'intérieur. Après on va voir ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon je te passe de ce qui se passe à l'époque. Viens le rameau, le Moshe Isserles, qui est d'après le décisionnaire Ashkenaz, et il te dit il faut au moins que le vin ne soit pas couplé de 1/6. Donc si tu as 6 fois d'eau dans une dose de vin, à ce moment-là c'est sûr qu'il n'y a plus de vin dans l'histoire. Ça ne sert à rien. Maintenant, le problème qu'on a avec le rameau, c'est que c'est pas clair qu'est-ce qu'il dit. Parce que le Shulchan Aruch, il est mahmir, il est plus rigoureux en te disant qu'il faut plus de vin que 1 sur 3, comme une dose sur 3 doses d'eau. Puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'on donne beaucoup moins d'eau dans le vin. Parce que tu vas pas dire qu'une bouteille de vin t'achètes dans le marché aujourd'hui, tu as 2 doses d'eau dans une dose de vin, c'est pas normal. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le rameau il te dit qu'au moins il faut s'assurer que ce ne soit pas 1 fois sur 6, une dose sur 6. Qui aujourd'hui te vend une bouteille de vin dans laquelle tu as 60 centilitres d'eau et 10 centilitres de vin? Ça n'a pas de sens. Donc on est obligé de dire qu'apparemment le rameau il veut débattre sur la règle qui est écrite dans le Shulchan Aruch et qui dit que même dans les vins qui ne sont pas forts, on peut éventuellement mélanger avec de l'eau comme on avait l'habitude à l'époque de l'Agmara, mais pas plus qu'un 1/6. D'accord? Pas plus que 1 sur 6. C'est la limite. Exactement, ça ne sait plus. Beaucoup de décisionnaires, des commentateurs de Shulchan Aruch, qui expliquent le rameau, qui disent qu'en réalité le rameau, le Bachei, ça là c'est d'accord avec le Shulchan Aruch. Mais il te dit que même dans lequel tu parles un cas de vin, dans lequel on a l'habitude de le coupler avec beaucoup d'eau, si tu dépasses le 1/6, automatiquement le vin n'est plus appelé du vin, il va appeler. Et ça c'est comme ça aussi que tient le Rameau Azaken dans les Siman 204, c'est If 9. Concrètement, on n'est toujours pas arrivé à ce qui se passe aujourd'hui, on va y arriver. Concrètement, les poskim, les décisionnaires disent que les vins qu'on a aujourd'hui ne sont pas aussi forts que ce qu'ils avaient à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger beaucoup d'eau dans ces vins. Et le plus que tu peux faire, c'est de s'assurer qu'au moins il reste une majorité de vin et une minorité d'eau. Et comme ça, on a écrit les décisionnaires ashkénazes, dans la Tamid, les rabbins, Marcit Hachek et le prix Mégalim. Revenons à ce qui se passe dans nos jours, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, il y avait encore cette habitude de coupler le vin avec beaucoup d'eau. Et le vin avait un goût différent par rapport aux différents conservateurs qu'on mettait à l'intérieur. Et aujourd'hui, tu vois qu'un il est fruité, l'autre il est, pas mielleux, va savoir, je ne connais pas toutes les applications de vin, je ne suis pas viticulteur. Et donc, c'est sûr que c'était un vin que la bracha, elle est boré préagafen. Seulement pour les Ashkenazim. Mais comme on l'a dit, même pour la majorité des Ashkenazim, donc même après le rameau, comme on a vu, il faut quand même faire attention à ne pas dépasser une certaine quantité. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Et ça, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Le critère, il est très simple. Aujourd'hui, comme on fait la définition et la séparation, elle est très simple. Les vins doux qu'on trouve dans les marchés aujourd'hui avec les très bonnes cache-routes, ils font attention qu'il y ait au moins plus de 50% de vin, et la bracha, elle est définitivement prêt à gafen. Et comme on a dit, c'est pour ça que dans ces bouteilles, tu verras que c'est écrit sur l'étiquette Birkato Boré Préagafen, Gam les Shitat à Bet Yosef. La bracha, elle est Boré Préagafen, même d'après l'avis du Bet Yosef. Les vins secs, qui sont en général de meilleure qualité, en règle générale, ils n'ont pas de rajout d'eau à l'intérieur. Le jus de raisin naturel, qui se trouve dans le marché, il contient maximum 15% d'eau, et dans beaucoup de vignobles, beaucoup moins. C'est qu'en général, le jus de raisin, il est beaucoup plus proche de 90-95% de jus de raisin, et pas de, je ne parle pas de ceux qui c'est écrit sur la bouteille clairement, 100% jus de raisin. Et donc, la conclusion, c'est que tous les vins doux qui sont aujourd'hui sur le marché, dans les plus belles cache-routes, la bracha sera à gafen, pas seulement pour le rameau, mais même pour le Bet Yosef. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, pour terminer, pour ceux qui se sont embrouillés avec tous ces détails de viticulteurs, la réalité, elle est qu'aujourd'hui, le vin, on fait bracha à gafen, bien sûr qu'on parle de vin avec une bonne cache-route. Après, ce qui se passe dans les autres vins où il n'y a pas une bonne cache-route, on ne peut pas répondre, il faudrait peut-être se renseigner sur chaque chose. Donc, peu importe la différence,
si c'est un vin doux ou un vin sec. Un vin sec, de toutes les façons, en général, on ne mélange pas d'eau. Un vin doux, des quantités on a vu, et pareil par rapport au jus de raisin. Quand on a dit tout à l'heure par rapport à la bracha tov et métif qu'on fait sur les vins qu'on a rajoutés à la table, il y en a qui disent que tu pourrais faire cette bracha seulement quand le deuxième vin qui est arrivé sur la table, il n'était pas là quand tu as commencé à manger. Il y en a qui te disent qu'on fait cette bracha seulement si le deuxième vin n'était pas dans la maison, encore plus loin. La halakha, c'est pas juste, on va voir d'où est arrivée cette idée. Dans Shulchan Aruch, on te dit, le texte de Shulchan Aruch te dit qu'on vient de voir que si on t'a amené un autre vin, on fait un tov et métif. Viens le rameau, et tu dis à condition quand il n'était pas le vin devant toi, quand tu fais la bracha, boré pré fait. A priori, pourquoi le rameau il a écrit une chose pareille? Parce que si le vin était déjà sur la table, on ne fait pas dessus la bracha, tov et métif. Mais quand on voit comment le rameau est écrit ça dans les détails, on va voir qu'il parle de l'autre halakha. Parce que dans le Seif Gimel, il te dit, si on t'a amené un mauvais vin et un bon vin ensemble, tu fais d'abord la bracha boré pré sur le bon vin et tu rends quitte le vin qui n'est pas bon. Mais tu ne feras pas d'abord la bracha boré pré sur le mauvais vin pour après faire dessus boré tov et métif, parce que d'abord on fait toujours la bracha sur ce qui est de meilleur et ce qui est l'essentiel. Ça veut dire que quand les deux vins qui viennent devant toi, il y en a un qui est clairement moins bien que l'autre, pas dessus à tov et métif si tu bois après avoir bu le bon vin. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch t'a dit que si jamais les deux sont devant toi, puisque la halakha elle est qu'il faut choisir la bracha sur le meilleur, donc tu fais la bracha boré pré agafen sur le meilleur, tu bois le premier, malgré qu'à cause de ça, tu ne pourras pas faire un tov et métif sur le deuxième. Ça, c'est aussi l'explication du Ramo que si tu arrives dans le premier seif, que si tu avais devant toi les deux vins ensemble quand tu fais boré pré agafen, tu dois faire la bracha sur le meilleur, et donc tu n'as plus besoin de faire la bracha sur le moins bien, un tov et métif. Tout ça, c'est ce qu'on a dit. Si tu te rappelles tout à l'heure, quand tu as un bon vin et un mauvais vin. Mais quand tu as deux vins que tu ne sais pas vraiment la différence, qui est le meilleur, qui est moins bien, une fois que tu as fait la bracha boré pré agafen sur le premier, tu peux très bien faire après un tov et métif sur le deuxième. Même s'il était sur la table. Oui, parce que c'est des choses différentes, comme on a dit tout à l'heure. Si tu commences à le voir après, c'est des choses différentes. Peu importe ce que c'est ça. On va passer maintenant à tout ce qui est, avec ça on a fini le vin. Quand on dit on a fini, c'est bien sûr, c'est un grand mot, parce qu'on parlait des heures et des heures, mais c'est un cours que je ne pense pas qu'on a à faire ici avec beaucoup de buveurs de vin. Et si oui, en général on boit le vin pour des smachot, pour le kiddush, etc. Parlons maintenant du riz. On va attaquer le dossier du riz, parce que le riz c'est ce qu'on est en train de manger aujourd'hui à table, et c'est fait exprès, c'est pas pour rien. Et d'abord, mésonotes, amotzi, les règles, les exemples, on ne va pas pouvoir tout voir le dossier aujourd'hui, parce que c'est un dossier très long et très intéressant. Mais beaucoup de gens se posent la question, pourquoi quand tu vas chez un certain pizzeria, pour ne pas nommer type, c'est écrit « nos pizzas sont amotzi ». Et c'est très bien que c'est écrit comme ça. Pourquoi dans certains, quand tu demandes à des gens, tu dis « non, ça c'est mésonote ». Après les gens ils te disent « est-ce que c'est la grosseur de la pâte? Est-ce que c'est le goût de la pâte? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est pas sucré? Pourquoi des chalotes sucrées qui sont faites à base de miel? Est-ce que différent séfarade et ashkenaz? » Et c'est un monde que tu peux devenir fou et faire des histoires à table de Shabbat à longueur de journée. Les gens ne savent plus quoi faire ou se mettre à tête. Que ce soit Shabbat, que ce soit dans une soirée, tu prends un gâteau, on te dit mais là c'est 99% crème, et il y a seulement une couche de mésonote en dessous. Alors est-ce que c'est mésonote ou pas mésonote? Est-ce que c'est chez alcool tout court? Est-ce que c'est la base? Est-ce que ça ressemble à une tarte aux fraises? Ou ça ressemble à un gâteau, une mousse au chocolat que tu as peut-être une fine couche qui n'a même pas 30 grammes à l'intérieur? Va savoir, c'est compliqué aujourd'hui. Plus on avance dans l'industrialisation, plus on avance dans la commercialisation, et plus on avance dans le fait que les gens ils achètent de plus en plus à manger, et ils font de moins en moins, en deux mots, ils ne savent pas forcément ce qui est fait et qu'est-ce qu'ils mangent, plus les gens deviennent fous. Alors après, tu as des gens qui vont te dire, moi j'en ai marre, je fais chez alcool surtout, on a vu ça il y a quelques semaines, mais ce n'est pas l'idéal. Quoi voir aujourd'hui ensemble? D'abord, comme on l'a vu dans le premier chapitre, le premier cours, que sur tous les plats et les pains qui sont faits à base de céréales, on fait mésonote. Sur du vrai pain, on va voir après les distinctions, on fait amotzi. Les gâteaux et les plats mésonote, les pains amotzi. C'est une règle. Maintenant, entrons dans les détails. Quelles sont les céréales sur lesquelles on fait mésonote dans les plats et dans les pâtisseries et sur lesquelles on fait amotzi? Est-ce qu'il y a du pain sur lequel on fait mésonote? Par exemple, on va citer après le pain perdu. On va y arriver, c'est pas pour maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec des plats et qu'est-ce qu'on fait avec des pâtisseries? Viens d'abord, regardons la halakha. Qu'est-ce que la halakha considère? Ça, c'est le problème comme d'habitude. Qu'est-ce que la halakha considère céréales et qu'est-ce que le monde considère céréales? Et après, on va voir d'où sont rentrés les différents problèmes. La halakha considère céréales 5 céréales. Le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Ça, c'est les 5 céréales en hébreu. Chita, seora, kusmin, pas kusemet, on va voir après ce que c'est. Chiffon, chivolet, chuan, blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle.
Bien, parlons maintenant du riz, avant de rentrer à attaquer ces différents céréales, parce qu'on va s'attarder sur le riz aujourd'hui, avec ça on va terminer. Le riz, c'est quelque chose qui rassasie énormément. Les Chachamim ont donné un statut particulier au riz, comme on voit avec le raisin par rapport au vin, le riz a donné un statut particulier par rapport au brachot. Donc malgré que le riz ne fait pas partie des céréales, d'après les 5 céréales qu'on vient de dire, d'accord, le riz cuit et des plats au riz et des plats à base de riz, on fait dessus maisonnote et pas adama, malgré que ça ne fait pas partie des 5 céréales qu'on a mentionnées tout à l'heure. Du pain à base de farine de riz, on ne fera pas dessus un moti. Mais néanmoins, on va rentrer maintenant dans le riz, on va vivre avec le riz aujourd'hui. Il y a d'énormes détails de contradictions et de différences et de divergences entre les différents décisionnaires par rapport à la bracha du riz. Le riz nous pose problème. Même si le monde entier vit sur le riz, aujourd'hui quand il y a la famine ou quand il y a des tremblements de terre ou qu'il y a des inondations, on jette des sacs de riz et qu'aujourd'hui, tous ceux qui mangent des sushis à longueur de journée, et toujours, c'est devenu tellement aujourd'hui, c'est devenu un repas, un plat kasher, un plat juif, le sushi et tout ce que tu veux. Tu demandes à quelqu'un, quelle bracha tu fais sur le sushi? Tiens, je te pose une question. Quelle bracha tu fais sur le sushi? Tu fais chez Akol ou tu fais la bracha qu'on devrait faire sur le riz? Ça, on a dit pour l'instant. Et après, tu as des gens qui vont te dire, moi, je mange le sushi pour le poisson cru. J'allais dire, je ne connais pas des gens pareils. Il y en a qui te disent, moi, je mange le sushi pour le riz. Ils font du riz directement, après tu fais un sushi. Il y en a qui te disent, moi, je veux le sushi pour les deux. On va parler du sushi après. Mais d'abord, voyons d'abord le problème du riz. D'après la Nourazaken, Shitat Chabad, après on verra Sfaradim, il vaut mieux manger le riz seulement dans un repas où tu as fait un motzi d'abord. C'est le meilleur des choses à faire. Pourquoi? Comme ça, tu ne seras pas amené à faire dessus une bracha séparée, comme on verra plus tard dans le 6e cours. Si tu le manges dans un plat repas où tu n'as pas fait motzi avant, tu fais chacun. Ça, c'est la base. Maintenant qu'on a parlé du riz rapidement, on va rentrer dans les détails. On va voir d'où est venu le problème du riz, qu'est-ce qui se passe avec ce riz et pourquoi on a tellement de différences par rapport au riz. Le riz, c'est un dossier que la halakha en parle longuement, on en parle largement. Voilà les bases. Comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend ici rapide, on peut débattre des sujets énormément longtemps. Le riz ne fait pas partie des 5 céréales que la halakha considère céréales. Après maintenant, de ce que tu vas dans le supermarché, tape sur Google, tout à l'heure, en préparant le cours, tu tapes céréales, c'est toutes les boîtes de cornflakes et de tout ce qui arrive. Ça, c'est les céréales aujourd'hui. Je ne parle pas des céréales authentiques. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit que puisque le riz, c'est quand même quelque chose qui rassasie et qui est spécial, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on donne aujourd'hui dans tous les cas de détresse ou quoi que ce soit, on fait dessus maisonnote à cause de son importance. Mais voilà le débat. La Gemara te dit que la bracha du Orez, qui voudrait dire riz, c'est Boré Mini Maisonnote. La question, elle est, qui dit que le Orez qu'on a aujourd'hui, c'est le Orez qu'ils avaient authentique au temps de la Gemara? En 2 mots, est-ce que le Orez, le riz, qui est appelé, tu vas acheter dans un supermarché en Israël, et tu achètes du riz, c'est écrit Orez. D'accord? Est-ce que c'est le vrai riz, c'est le même riz que les sages? Les sages, ils ont parlé à l'époque. Et pour ça, il faut voir les commentateurs de la Gemara, comment eux, ils ont réussi à détecter quel était le riz qu'on parlait dans la Gemara. Alors, on va rentrer dans leur tête. Le premier des décisionnaires, le premier des commentateurs de la Gemara, c'est Rashi. Rashi qui est un Français de Troyes. Dans la Gemara, par contre, qu'on a cité tout à l'heure, il te dit clairement, Orez égale 1000. Et il te dit, Orez, ça veut dire 1000. 1000 en français et en anglais, c'est du millet. Et c'est ce que nous, millet. C'est du millet, c'est un des céréales. M-I-2-L-E-T. T'en as déjà vu? Non, moi j'en ai pas vu. Mais tu peux avoir dans les marchés bio, dans les magasins bio, aujourd'hui tu peux avoir des graines de millet, etc. Et ça, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, Dochen. Dochen qui est du millet. Et ça, c'est ce que Rashi te dit. Ça, c'est ce que c'était Orez. C'est écrit aussi dans les Minagé Maharim. Le Mahari Segal disait que Orez, c'est ce qu'on appelle Hirzen, qui voudrait dire du millet en allemand. D'après Rashi et le Mahari, le riz que nous avons aujourd'hui, c'est comme tous les autres légumineuses. Et si c'est comme tous les autres légumineuses, sa bracha devrait être Boré Pri Adama. Sur des pois chiches, tu ne fais pas maisonnote. Sur du maïs, tu fais maisonnote. Quelle différence? Le millet, par contre, aujourd'hui, que nous avons, on devrait faire dessus maisonnote. On va voir pourquoi après. Moi, j'ai une question. Vas-y, on n'a pas fini, on commence. Vas-y. Pourquoi ils n'ont pas appelé millet au lieu de l'appeler Orez? Encore, mais on ne sait pas qu'est-ce que la Gemara a voulu définir quand elle dit Orez. On va tout de suite voir. Donc ça, c'est Rashi. Viens Tosfot. Comme tout dans la Torah et dans la Lacha, quand tu as un avis, tu as toujours un avis opposé. Tu as Rashi et Ramban dans la Torah, et là tu as Rashi et Tosfot dans la Gemara. Rashi te dit Orez, c'est 1000 millions, on a dit tout à l'heure. Et donc, c'est, qu'on a vu tout à l'heure, la Gemara te dit Boré Mini Maisonnote. Effectivement, du millet, ce serait Boré Mini Maisonnote, ce qu'on appelle du Dochen aujourd'hui. Viens Tosfot. Et Tosfot, il te dit que Rashi te dit que l'explication du Orez, c'est 1000 millets.
Mais il y a des commentateurs qui te disent que c'est du riso. Comme ça, c'est écrit dans Tosfot. Riso qui voudrait dire du riz en beaucoup de langues. Même en yiddish, le riz c'est rice. Rice avec un Z. En anglais, rice avec un SE. Et donc, le Bet Yosef, qui est sur place, le Bet Yosef Siman 208, il te dit que la majorité des gens, ils vont comme cette explication. Qui veut dire que Orez, c'est du riz. Le riz, tu ne l'as pas inventé. Les Sfaradim ont l'habitude de faire comme Bet Yosef. Pourquoi? Parce que c'est la tradition chez eux que le Orez de l'Agmara, c'est le Orez qui est chez nous. Le mot Orez que l'Agmara a employé, que Tosfot te dit que c'est du riz, c'est le même Orez que tu as aujourd'hui quand tu vas dans un supermarché en Israël et tu achètes un paquet de riz, c'est écrit Orez dessus. Ça, c'est exactement le même riz. Viens là, le Moazaken, Shulchan d'après Chabad, et te dit comme ça. Puisqu'il y a Minhag HaOlam, la coutume dans le monde, il reprend Tosfot, qui te dit que Orez, c'est Reis. Ce qui est écrit, Reis, Resh Yud Yud Zayin. Orez, ça veut dire du riz, comme on dit en allemand, comme on dit en yiddish, comme on dit en anglais. Mais il y a des Yesh Mefashim que Orez, c'est Hirs. Il y en a qui te disent que le Orez, c'est pas du rail, c'est pas du riz, mais le mot que Orez, que l'Agmara a fait allusion, c'est du Hirs. Et pour ça, l'Agmara te dit, pour ça qu'il y a Shamayim, quelqu'un qui craint Dieu, en deux mots, quelqu'un qui veut faire les choses de la meilleure manière, lo yochal Orez, qui vaut mieux qu'il mange du riz seulement dans un repas. Pourquoi? Parce que le problème du Orez qu'on a devant nous, aujourd'hui, on a un doute. Est-ce qu'on fait Mezonot ou on fait Adama? Si maintenant tu ne veux pas faire Netilat Yadayim, tu ne veux pas manger du pain, ou tu n'as pas du pain, tu entres dans un restaurant de sushi, tu n'as pas forcément du pain pour faire motzi, l'idéal, tu feras chez Akol. Pourquoi? Comme le digne de n'importe quelle chose sur laquelle tu as un doute dans la bracha. Puisque là, on a un doute concrètement, on ne sait pas ce qui est devant nous. Est-ce que ces graines, c'est une graine que l'Agmara faisait allusion que c'était du rice, du riz, ou bien du hirs, qui est quelque chose d'autre? Pour ça, on fait dessus chez Akol. Et quand tu fais chez Akol, tu te quittes. De là découle un autre détail. Si jamais, pendant le repas, tu as fait la bracha maisonnette sur un gâteau, sur des crackers ou sur autre chose, et après tu as fait le préadama sur des légumes, tu n'as plus aucun doute, tu peux manger le riz sans problème, parce que tu as déjà fait les deux brachot qu'il faut. Quand il va manger du riz, bien sûr, la bracha qu'il a fait, on a dit c'est chez Akol. Maintenant, avant ça, il n'a pas besoin de faire parce que la bracha du riz, elle a déjà été inclue dans une des deux. Et la bracha chez Akol qu'on a dit, c'est parce que tu as le doute. Là, il n'y a plus de doute. J'ai fait maisonnat, j'ai fait Adama. Et mange des sushis à la de journée. Mais c'est pas fini. On a encore un problème avec le riz. Le riz, c'est un dossier que la Gemara elle en parle sans fin. Et ça, c'est que disons qu'on va adopter ce que la Gemara nous dit. Que le Horez de l'époque, c'est le Horez d'aujourd'hui, comme Tosfot et pas comme Rashi. La Gemara Brachot, page 37a. Tu dis une chose bizarre. À cause de cet Horez, celui qui mâche du riz, celui qui mange des graines de riz, il fait dessus le pré-Adama. La règle du riz, c'est comme tous les autres céréales qu'on fait dessus maisonnote. Seulement quand c'est un plat. Si on l'a vu la dernière fois, si tu te rappelles, si tu manges des graines de blé, tu as un problème. Les gens, ils font pas ça, on dit qu'on ne fait pas. On a vu la farine de blé, si tu te rappelles la différence c'est chez Akol ou pas. Donc c'est seulement quand c'est un plat. Si tu me dis que tu compares le riz à un céréal, on aurait dû dire comme ça, qu'un riz qui n'est pas épluché, qu'on n'a pas enlevé l'écorce, on fait la bracha adama, parce que c'est pas la manière de le manger. À part si tu l'as cuisiné et il s'est ramolli, affaibli et ils se sont collés les graines, ça devient un plat. Un riz épluché, d'après la halakha, on a dit c'est maisonnot. Après, encore une fois, d'après la Gemara. Comme on vient de mentionner par rapport à toutes les autres différentes graines, etc., on verra ça encore plus tard dans les prochains cours. Mais ça, c'est si tu compares le riz au blé. Et c'est comme ça que le rameau est dit dans la halakha. En deux mots, si tu compares le riz au blé, la bracha devrait être maisonnot. Mais viens Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah qui est sur place dans la Gemara Brachot, page 26a. Et lui, il te dit que puisque le riz, on a l'habitude de manger des graines entières, ce qu'on appellera aujourd'hui, on verra des riz complets, on va y arriver au riz complet. Puisque quand tu cuisines le riz, c'est d'une manière que les graines restent encore entières, elles ne sont pas écrasées, c'est pas un pâté de riz, c'est pas une purée de riz, mais c'est du riz. On fait dessus boré prière maisonnot. Boré miné maisonnot. Pourquoi? Tout dépend de la manière comme on a l'habitude de le manger. Et c'est comme ça que te dit le Shulchan Aruch, comme on a vu tout à l'heure, le Bet Yosef, qui te dit clairement que le riz, on fait dessus maisonnot, puisqu'on base après la Gemara. Et donc on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur du riz complet qui n'a pas été épluché quand il est resté entier dans la cuisson? On va voir après aujourd'hui. D'abord avant aujourd'hui. Et là qui te disent que la machloket, le débat qu'on a entre le Ramo et le Mechaber, Ashkenaz et Sefarad, c'est pas en rapport avec, elle n'est pas relevante par rapport au riz complet qu'on a aujourd'hui. Le riz complet qu'on a aujourd'hui, pour te montrer comment les choses changent sans arrêt. Parce que le riz a deux peaux, deux écorces. Et la peau extérieure et la peau intérieure.
La peau extérieure, on l'enlève de toutes les façons aujourd'hui. Personne ne mange du riz avec la peau extérieure. La différence, elle est entre les sortes de riz que tu peux avoir, riz complet ou pas riz complet, c'est la peau intérieure. La technique par laquelle aujourd'hui on épluche la peau intérieure est assez nouvelle. Et donc tout le débat qu'il y a dans les poskim, dans les décisionnaires, qu'on a vu au passé, c'est par rapport à la peau extérieure. Le riz non épluché qui existe aujourd'hui, c'est le riz épluché que les poskim ils ont parlé à l'époque. Et donc le fait de te faire une différence, si on faisait Adama Maisonnette, c'est pas dans les critères d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le riz qui est épluché, à l'époque c'était un riz non épluché, puisqu'aujourd'hui on épluche même cette peau intérieure. Donc au final, pour conclure, on a vu tout à l'heure que par rapport au riz, on a une différence entre Ashkenaz et Sepharad. Après les Sefaradim, c'est Maisonnette. D'après la Noazaken qui dit qu'il y a il vaut mieux qu'il mange le riz dans un repas où il est fait à motzi parce qu'on a le safek, on a le doute. Néanmoins, si tu n'as pas de motzi ou tu ne veux pas faire motzi, ou peu importe, si tu ne veux pas être considéré Rechamayim aujourd'hui, ça veut dire peu importe, tu n'as pas de plainte de pain sur toi, tu peux très bien faire chez un col et par ça tu te rends quitte sur les deux. Il y en a qui vont te donner un autre conseil, qui te disent tu prends un morceau de gâteau et tu fais maisonnote, tu prends un morceau de légumes, un morceau de fruits, tu fais Adama, et comme ça tu as rendu quitte après du riz au cas où ça aurait été une des deux. Terminons avec les céréales. Question? Terminons avec les céréales. Une fois qu'on a fini avec le riz. Tous les autres légumineuses et toutes les autres sortes de céréales, comme le millet, le sarrasin, le maïs, quinoa, et on ne rentre pas maintenant dans le débat du quinoa aujourd'hui, est-ce que c'est considéré une légumineuse ou pas par rapport à Pessah? Pour les Ashkenaz, ça sera un autre sujet. Il y a tout un débat entre tous les décisionnaires aujourd'hui. Est-ce qu'on dit que le quinoa fait partie des kitniot, des légumineuses, et comme les Ashkenaz ne mangent pas des kitniot Pessah, alors ils ne peuvent pas manger du quinoa à Pessah. Aujourd'hui, c'est devenu un plat royal. Chez les juifs, comme les sushis, c'est devenu automatique. Que tu ne peux pas avoir un repas juif sans quinoa, sans sushi. Et il y en a qui te disent que non, ça fait partie des légumineuses, c'est pas le sujet. Mais tous les légumineuses et les autres céréales, on l'a dit tout à l'heure, tu enlèves les 5 céréales qui, alariquement parlant, sont appelées céréales, qui sont le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Donc quand tu parles du millet, quand tu parles du sarrasin, des pains de millet par exemple, ou du sarrasin, ou du maïs, ou du quinoa. Et quand on parle du sarrasin, c'est encore un détail important, qu'on a l'habitude de manger le Shabbat Shira en général, puisqu'on disait que c'était des graines qui donnaient aux oiseaux dans la traversée de la mer Rouge, on mange le tête qui se lève. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une différence entre l'épeautre et le sarrasin, qui sont totalement deux choses différentes, même si un s'appelle kousmin et l'autre s'appelle koussemet. De là vient la distinction, c'est pas le sujet. Donc millet, sarrasin, maïs, quinoa sont considérés les fruits de la terre. Et donc, si tu les manges cuits, comme normal, fais dessus la bracha adama. Mais si tu fais de ça des pâtes, des plats, pardon, ou des pâtisseries qui perdent leur forme, comme du pain de millet, comme des pains à base de farine de hummus, d'accord, de petits pois, ou bien des galettes à base de farine de riz, ou des gâteaux à base de farine de pommes de terre, pourquoi pas, ça serait aussi des légumineuses. On fait dessus, chez un col. Comme ça se passe à Pessah, etc., ou à base de riz, etc. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra les détails de maisonnat et motzi qu'on n'a pas commencé à manger, qu'on n'a pas commencé à développer sur les plats et les céréales qu'on fait dessus maisonnat ou pas. Qu'est-ce qui est considéré un plat sur lequel on fait maisonnat? On verra par exemple les crackers, la farine, des pâtes que tu as cuisinées dans du liquide, que ce soit par exemple des pâtes qui sont cuites dans de l'eau, ou du bourgoul aujourd'hui que tu peux avoir, ou du couscous, ou du blé, ou des, on appelle ça, les flocons d'avoine, et toutes ces choses qui sont faites dans du liquide, ou si tu les manges de manière naturelle, sans cuisson, par exemple du granola, ou d'autres, il y a tellement aujourd'hui vaste sorte de céréales, on verra après sur tout ce qui sont les crackers de riz, on verra sur les boissons qui sont sorties des graines de céréales, comme la bière ou du whisky, pourtant c'est pas à base de graines de blé, etc. Est-ce que c'est considéré maisonnat ou pas? On verra les différents pains à base de différentes céréales, à base de différentes farines, tout ça on verra si Dieu veut la semaine prochaine. En attendant, le cours sera repris sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Avec ça, aujourd'hui on a été plus intelligent sur le vin, sur le riz, et très très important aujourd'hui, il n'y a pas une maison juive, on ne mange pas de riz, et on a commencé à toucher les différentes sortes de céréales. Et on verra bien sûr la semaine prochaine les différents détails sur le bourgoul et toutes ces autres choses qui existent aujourd'hui que les gens ne savent pas forcément définir. Est-ce que c'est considéré Adama? Est-ce que c'est considéré maisonnot? Si Dieu veut la semaine prochaine. Pour regarder les autres prochains cours, hier on a parlé, très beau cours sur Chaya Sarah, sur comment on apprend du couple de Yitzhak et Rivka. Pourquoi c'est le seul couple où la Torah parle d'amour? On n'a pas parlé d'amour pour Yaakov et Esav, Yaakov et Rachel, même si la Torah dit que Yaakov il a aimé Rachel, mais c'est avant le mariage. Mais là, c'est par rapport à Yitzhak après le mariage.
Quel enseignement, quelles sont les 3 bases fondamentales pour le couple? On a vu ça longuement dans le cours hier soir. Et dimanche matin, comment contempler avec les défauts, un cours très riche sur la différence entre la honte et la culpabilité, frustration, expectation. Je vous conseille vivement de le vivre, JLI numéro 2. Très bonne journée à tous. L'application est Torah, téléchargez, profitez et à très bientôt.